à tous et à toutes. Vous êtes d'ailleurs beaucoup plus nombreux que nous ne le pensions. Merci d'avoir fait l'effort de venir, mais il faut dire que le sujet est passionnant et que nous connaissons déjà Madame Le Maresquier, puisque Yvonne Hélène Le Maresquier a eu l'occasion de nous accueillir au centre topographique des Archives nationales au mois de janvier, où elle nous a montré ce magnifique document sur Sainte-Geneviève. Donc, elle a eu la gentillesse de venir et de centrer son propos sur le carrefour Saint-Séverin, un lieu de rencontre. Alors, elle vous a distribué des plans et... Bon, alors vous avez quelques plans, mais si, par exemple, bon, j'ai pu, finalement, il y en a à peu près un pour deux, ça nous permettra, comme ça, de suivre sur ce plan-là. S'il y en a qui le désirent, je pense que soit vous pourrez le dire à Madame Berche et on en retirera quelques-uns, soit peut-être les personnes de la société pourront refaire des plans. Bon. Donc là, je vous ai mis deux. Alors ça, c'est un plan qui a été fait par le CNRS, c'est Paris au temps de Philippe le Bel. Donc on voit bien, ça permet quand même comme ça de bien voir certains monuments et comme ce qui structure le quartier. Ça, c'est un extrait de la carte archéologique qui a été dessinée à partir des recherches d'Adolphe Berthy et d'autres personnes à sa suite. C'est ce qu'on appelle un plan de restitution. Et alors, il a été fait à partir du dépouillement de documents et d'autre part en lien avec des fouilles qui avaient lieu dans le quartier à la fin du XIXe siècle. Alors la difficulté de ce plan, donc il est utile, puisqu'on a quand même, on peut voir certaines choses à propos du parcellaire, mais comme il a dépouillé des documents entre 1250 et la mort d'Henri IV, on ne sait pas toujours si on se trouve très haut, enfin, dans le Moyen-Âge, ou au contraire déjà à l'époque moderne. Et comme il ne cite pas ces sources, eh ben, on est un peu désemparé. Mais bon, c'est quand même très utile. Donc, moi, je vais vous parler de ce secteur qui se trouve autour de l'église Saint-Séverin, de son cimetière et de ses charniers, pour la période médiévale, et sur un espace qui est à peu près limité par la Seine, la rue Saint-Jacques, dont la partie proche de la Seine s'appelle la rue du Petit Pont, correspondant au Petit Pont, le pont Saint-Michel qui a été construit à la fin du XIVe siècle, les rues qui conduisent et la rue de la Harpe. Et au nord, on se limitera vers la rue du Foin. Ça donne un espace assez large sur lequel on peut faire certaines remarques et d'autre part qui correspond à peu près à la paroisse Saint-Séverin telle qu'elle va se présenter au début, disons, du XIVe siècle. Et ce quartier fait partie du quartier de l'université par rapport, quand on divisait la ville, à la cité et plus loin ce qu'on appelait la ville, c'est-à-dire la rive droite, la rive marchand, le quartier marchand de Paris. Alors, comme vous allez là regarder vous voyez sur vos plans, mon titre n'est pas très bon parce que j'aurais dû dire autour de Saint-Séverin plutôt que le carrefour Saint-Séverin, parce qu'en réalité, sur ce plan-là, il y a deux carrefours Saint-Séverin. Alors,
là, au croisement de la rue Saint-Jacques, de la rue Saint-Séverin vers l'ouest et de la rue Galande, et un autre qui est à l'aboutissement de la rue de la Harpe, de la rue Saint-Séverin et d'un certain nombre de rues qui vont vers la Seine. Tout ça, on va l'expliquer parce que pour l'organisation, pour l'urbanisation du quartier, c'est très important. Alors, pourquoi un point de rencontre? Alors, j'ai bien pris soin de mettre rencontre avec un S, parce que je voudrais vous expliquer tous les genres de rencontres qui interviennent dans ce quartier. Alors, rencontre de personnes, on se trouve sur une voie de passage. Rencontre aussi je dirais entre guillemets, de pouvoir, puisqu'on se trouve dans ce quartier-là, on a les seigneuries foncières de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Benoît et de l'abbaye de Sainte-Geneviève qui se rencontrent, avec en plus quelques infiltrations de la seigneurie foncière du chapitre Notre-Dame, de la ville et du roi, puisque les ponts étaient le pont sur le roi et les bords de Seine appartenaient souvent au parloir bourgeois, à la ville de Paris. Donc, quand tous ces pouvoirs se rencontrent, eh bien, il intervient des conflits. D'autant que là, on le verra, la paroisse Saint-Séverin, justement, c'est, d'après la théorie de l'abbé Friedman, là, dans Paris, c'est rues, c'est paroisses, eh bien, la plupart des seigneuries des paroisses parisiennes ont pour base, sont au cœur d'une seigneurie foncière. Eh bien, pour Saint-Séverin, ce n'est pas le cas. On a mordu sur le territoire de la paroisse Saint-Sulpice, qui était la paroisse de la terre de Saint-Germain-des-Prés, sur Sainte-Geneviève et paroisse Saint-Étienne-du-Mont, et sur un petit peu sur Saint-Benoît, qui, elle, avait une concordance parfaite entre son domaine foncier et sa paroisse. En plus, on voit un parcellaire très dense, avec des maisons, vous le voyez sur votre plan, très imbriquées les unes dans les autres. Vous pensez bien que là aussi, il intervient des relations de voisinage, bonnes parfois, mais aussi mauvaises. Donc, on va, d'autant qu'au Moyen-Âge, il y avait beaucoup dans les maisons de parties communes. On partageait une cour, on partageait la cour, on partageait le puits, on pouvait partager. Alors, ce qu'on partageait terriblement, c'était les écoulements d'eau et les fosses d'aisance. Je ne vous dis pas comment ça pouvait se passer. Enfin, tout ça fait que, dans ce quartier, on se rencontrait beaucoup à divers niveaux. Donc, l'urbanisation de ce quartier est intervenue relativement tardivement, car les abords du fleuve ont toujours constitué une zone marécageuse, particulièrement inhospitalière. Il est à noter qu'il n'y a jamais eu sur la rive gauche de véritables ports, tout au plus des débarcadères pour le déchargement de denrées destinées au voisinage. Il y avait une espèce de port plus vers l'est, qu'on appelait le port de la bûcherie Petit Pont. C'était beaucoup un port au bois, et
vers l'ouest le port de Nesle, qui est à peu près au niveau de l'hôtel des monnaies actuel. Alors, ceci dit, les Romains avaient pris le soin de faire communiquer l'île de la Cité qu'ils occupaient avec les deux rives. On avait donc le petit pont qui franchissait le petit bras de la Seine et dans l'axe, le grand pont qui conduisait à la rive droite. Il y avait des voies qui prolongeaient ces ponts, dont la rue Saint-Jacques, et c'est ce qu'on appelait le cardo romain. C'était la grande voie, et c'était la grande voie qui conduisait vers Orléans. Au Bas-Empire, lorsque la population va se trouver à l'étroit, elle va déborder sur la rive gauche, mais pas en bordure de Seine, à peu près à ce niveau-là. Et d'ailleurs, des fouilles déjà anciennes ont montré qu'il y avait un forum, un amphithéâtre, et vous connaissez tous le palais des Thermes, dont les restes aujourd'hui sont contenus dans le musée du Moyen-Âge. Les fouilles aussi ont montré dans ce secteur des maisons patriciennes avec des peintures murales et des mosaïques. Au moment après les invasions barbares, repli dans la cité, et cette région va revivre sous les Mérovingiens, se trouvant à ce moment-là entre l'abbaye de Sainte-Geneviève, qui se trouve vers le sud-est, et l'abbaye de Saint-Germain, de Saint-Vincent d'abord, puis de Saint-Germain-des-Prés, qui prendra le nom de Saint-Germain-des-Prés plus tard, vers l'ouest. C'est vraiment une zone de contact avec les terres des deux abbayes. Bon, bien sûr, cette région ne va pas échapper à la destruction des Normands. Ils incendient même la tour qui se trouvait au débouché du petit pont, à peu près, on sait trop bien, mais grosso modo, à l'emplacement de ce qui sera le petit châtelet médiéval. Au Xe et XIe siècle, eh bien, à l'initiative des deux grandes abbayes, cette région va se couvrir de vignes et va avoir un caractère complètement rural. On se trouve complètement à la campagne, vignes, pressoirs, enfin tout ce qui constitue la vie à la campagne. Les choses vont changer à la fin du XIIe siècle et au XIIIe siècle, où très rapidement vont disparaître peu à peu les traces de ce passé rural. Alors, les trois clos de vignes qui vont être lotis, c'est le clos de Las, qui dépendait de Saint-Germain-des-Prés dans ce coin-là, le clos Mauvoisin, qui se trouvait pas très loin de la Seine. Certainement, il doit son nom parce que la région, le secteur marécageux n'est pas très agréable. Et par là, le clos Garlande, qui appartenait à une grande famille d'officiers royaux, donc les Garlandes. Il y a eu un archidiacre et le connétable du roi Louis VI. Alors, c'est les premières lignes Alors, en plus, ce
qui va faciliter l'urbanisation de cette région à la fin du XIIIe siècle, c'est le fait qu'elles vont être protégées par l'enceinte, elle va être protégée par l'enceinte de Philippe Auguste. Donc tout ça va être bien à l'abri. Alors, les premières vignes à disparaître vont être celles du clos de Las, qui, en effet, dès 1179, l'abbé de Saint-Germain-des-Prés va ascenser, c'est-à-dire va ascenser pour y faire des hostices, cette région, et y édifier des maisons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cette région va être divisée en parcelles, des parcelles qui vont être vendues moyennant une redevance annuelle, c'est ce qu'on appelle annuelle et qu'on appelle le cens, à des personnes qu'on va attirer avec des conditions avantageuses. Ces nouveaux habitants, on les appelle des hôtes. Alors, ils ont pour tâche de défricher cette partie, de défricher leur parcelle, d'y édifier des maisons pour y vivre. Ainsi, beaucoup d'hôtes viennent de ce qu'on appellera de la campagne, c'est-à-dire des régions en dehors de l'enceinte, et ils auront le droit, avec la protection de l'abbé, d'exercer leur métier dans ce secteur. Et alors, on trouve dans certains textes, par exemple en 1211, que le mouvement de défrichement est très engagé, puisqu'on parle des domaines de Saint-Germain-des-Prés, bâtis et à bâtir, qui s'étendent entre Saint-Séverin et le bourg de l'abbaye. C'était ce point-là qui était bâti. Quelque temps plus tard, c'est le clos Mauvoisin qui est débarrassé de ses vignes, et un peu plus tard, c'est le clos de Garlande. Et ce qui va se... On a, par exemple, un certain Garnier de Saint-Lazare qui possédait une parcelle au bourg de Petit-Pont, devant Saint-Julien-le-Pauvre, et cette parcelle s'étendait jusqu'à la Grande Rue, c'est-à-dire la rue Saint-Jacques. Il va se créer dans ce secteur-là un bourg qu'on appellera le bourg de Petit-Pont. Saint-Louis va aussi favoriser, va aussi favoriser l'installation des hôtes, puisque il déclare que les habitants du bourg de Petit-Pont sont francs de toutes sortes de tailles, excepté celle du pain et du vin. Alors, de taille à son égard, à l'égard du roi, bon, il est certain que finalement, ce sont les plus importantes. Les tailles, il se conserve quand même la part la plus importante, puisque on sait que le vin, il y avait beaucoup d'échanges au niveau du vin. Alors, autre atout, donc, les vignes ont disparu, il y a des maisons. Alors, bon, il ne faut pas s'imaginer les lotissements de cette époque comme nos lotissements actuels. On peut quand même néanmoins penser qu'il y avait un peu une idée directrice, et puisqu'on voit par exemple pour les agencements des groupes de maisons, donc qui étaient construites en même temps, certainement suivant un ordre. Enfin, vous voyez bien que là, les parcelles vont un peu dans tous les sens. Alors, un autre atout
pour ce secteur, ce sont les voies de circulation existantes et les voies de circulation qui vont être créées. On voit très bien sur le plan toute une série de voies. Alors, j'en ai déjà parlé, on a là, d'un côté, la voie romaine, ce qu'on appelait le Magnus Vicus, c'est-à-dire la grande rue par excellence, qui au XIe siècle s'appellera aussi la voie du roi, Strada Regia. Cette rue qui deviendra la rue Saint-Jacques, parce que ce sera la rue du pèlerinage par où passeront les pèlerins de Compostelle qui font une station à Notre-Dame, quand le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle deviendra très important. Ensuite, elle aboutit à une porte de l'enceinte qui est la porte Saint-Jacques, et ensuite débouche sur la grande route d'Orléans. Ensuite, on a une autre voie nord-sud. Alors, bien voir que cette voie nord-sud, au départ, elle était voie qu'à partir de cette région-là. C'est la rue de la Harpe, qu'on appelait la Via Inférieure, non pas parce qu'elle était moins... Alors, elle était réellement moins importante que la rue Saint-Jacques au point de vue de son trafic, mais parce qu'elle était légèrement en contrebas. Il y avait une dénivellation. Cette voie conduisait également à une autre porte, débouchée sur une autre porte de l'enceinte, qui s'est appelée d'abord la porte Gibard, puis la porte Saint-Michel, et qui reliait la route de Chartres. Alors, ensuite, on a une série de voies, donc la rue Galande, qui rejoignait, donc, qui permettait la liaison avec l'abbaye de Saint-Victor, qui se trouvait plus à l'est, qui se trouvait encore plus à l'est, l'abbaye de Saint-Victor, et ensuite qui rejoignait les routes de Melun, Sens et Lyon. Cette rue était prolongée par la rue Saint-Séverin. Et ça, c'était une partie de la voie est-ouest, la voie romaine est-ouest. C'était un des décumanus. Alors, donc on s'aperçoit là qu'il y a un carrefour extrêmement important. Quand on peut venir de là au départ et passer vers le petit pont, si bien que ce carrefour Saint-Séverin avait une grande importance au niveau des échanges de marchands, de passants, de tout ça. Alors, et je pense qu'en réalité, quand dans les textes, on parle de carrefour Saint-Séverin, c'est de celui-ci qu'il s'agit. Alors, vous, dans un des... Voilà, je crois qu'on vous a distribué ce plan. Vous voyez, d'après la légende, alors quand on a un lieu comme ça qui est important, eh bien, dans les textes, par exemple, vous trouvez des maisons de la rue Saint-Séverin qui se trouvent au carrefour, rue Saint-Séverin, au carrefour Saint-Séverin. Donc on peut voir, et là c'est ce qu'il a été tenté de faire, un peu l'impact
de ce carrefour Saint-Séverin. Il y a les parcelles situées au carrefour, les parcelles situées près du carrefour. C'est celui de la rue Saint-Jacques. Voilà, oui, c'est celui de la rue Saint-Jacques, Saint-Séverin, rue Galande. Puisqu'en plus, on avait la rue Galande conduisait vers la place Maubert. Et vous voyez en plus sur ce plan que, quand même, très vite, sur la rue Galande, le carrefour Saint-Séverin est stoppé par l'emprise du lieu dit la place Maubert. Il y a une confluence. Alors, dans les textes, ce qui devient très difficile, c'est que quand on a maison en telle enseigne, au carrefour Saint-Séverin, alors là, si on n'a pas d'autres renseignements, eh bien, on ne peut pas la situer. Parce qu'elle peut être aussi bien rue Galande, rue Saint-Jacques ou rue Saint-Séverin. Par contre, ici, on a la rue de la Cage, qui se trouve, qui est la deuxième sur la rue Saint-Séverin. Il y a la maison de la Cage au carrefour Saint-Séverin. Mais comme on a des mentions, elle est près de l'église, elle a des mentions de ses voisines, eh bien on peut vraiment la situer. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, on va venir au deuxième carrefour Saint-Séverin qui vraisemblablement. Alors là, celui-là il est encore plus compliqué parce que donc, vous avez la rue de la Harpe, vers l'est la rue Saint-Séverin, vers la Seine, un ensemble de rues un ensemble de rues qui portent plusieurs noms, je vais en parler, et puis vers la rue de la Bouclerie, qui s'appelle aussi la rue de Mâcon, vers gauche. Alors là, on se rend compte Alors, ces rues, elles aboutissent à ce qui est aujourd'hui la rue de la Huchette, et qui est devenue, dès le XIIIe siècle, la rue de la Huchette. Pourquoi la rue de la Huchette? Vraisemblablement, c'était à cause d'une enseigne. Dans cette rue-là, il devait y avoir un propriétaire qui avait une maison à l'enseigne de la Huchette. Cette personne-là était importante et elle a donné son nom. Alors, donc ces rues-là conduisaient à une rue qui s'est appelée jusqu'au XIIIe siècle le chemin ou le grand chemin de Las. Ce chemin traversait le clos de Las et permettait de relier l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés au Petit Pont. Et quand les abbés de Saint-Germain-des-Prés voulaient se rendre dans la cité, au palais, à Notre-Dame, eh bien, ils passaient par là. Ils passaient par là. Parce que il faut savoir que le pont Saint-Michel a été relativement tardif, puisqu'il n'a été construit qu'en 1378. Alors, contrairement aux rues de ce secteur, toutes ces rues, on voit bien que ce sont des rues de dégagement pour ce secteur qui a été construit. À quoi le voyez? Là, on a on le voit, pensez, au nom qui porte. Là, on a la rue de la Bouclerie, qui s'est aussi appelée rue de Mâcon. Rue de la Bouclerie, c'est parce qu'il y avait un certain nombre de boucliers, faiseurs de boucles dans ce quartier, dans cette rue. De Mâcon, parce qu'on avait l'hôtel de Mâcon qui avait sa sortie sur la rue. La rue qui vient ensuite, c'est appelé, d'abord, on la trouve dans les rôles de la taille de 1292, s'appelant rue Thomas
où Renaud le Harpeur, vraisemblablement un propriétaire, et ensuite elle s'est appelée rue de l'Abreuvoir-Macon, parce qu'elle conduisait à l'Abreuvoir-Macon, c'est-à-dire un lieu où les propriétaires de l'hôtel de Macon faisaient sortir leurs chevaux de leur écurie, mais à ce moment-là on appelait ça des étables à chevaux, dont la sortie était sur cette rue, et puis on conduisait vers la Seine. Ensuite on a la rue Zacharie. Alors, Zacharie pourrait être une survivance, d'après Berti, de ce passé Clos-de-Vigne, enfin de ce passé agricole, où Zacharie pourrait être un souvenir de la présence. On sait qu'il y a eu des Juifs dans ce quartier, un peu plus au nord, vers la rue Galante, il y avait des il y avait des cimetières, mais tout ça, c'est un peu... On n'a aucune... Ce ne sont que des conjectures. Alors, des conjectures qui se transmettent. Et ce carrefour, alors ensuite, avec la construction du pont Saint-Michel, dont les maisons ont avancé largement jusqu'au carrefour jusqu'à ce carrefour qui menait vers la rue de la Huchette, vers la rue Saint-Germain, eh bien, il y a eu aménagement de ce coin. Cette rue a été élargie, et là, on a fait des accès pour le pont. Du Pont-Neuf. Alors, oui, mais non, il s'est appelé un certain temps le Pont-Neuf Saint-Michel, mais après, ça a été le Pont Saint-Michel. Le Pont-Neuf, il n'est pas là. Le Pont-Neuf, il est beaucoup plus tardif. On a fait le Pont-Neuf, c'est qu'on était à hauteur du château. Voilà, c'est ça. Qui passait le Pont-Neuf, c'est un pont qui a été construit à la fin du XVIe siècle, et c'est le premier pont qui a relié les deux rives, la rive droite à la rive gauche. Ça a été une prouesse, ça a été effectivement une prouesse de construction. Le pont Saint-Michel, ici, 1378. Oui, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci, le pont Saint-Michel. Et quand les choses quand il a été construit, on l'appelait le pont de Saint-Michel. Vous savez qu'on trouve ça, on trouve cette dénomination dans les textes. C'est exactement le même endroit que toi, actuellement, le pont Jean. Oh oui. Ça, je ne suis pas... il n'y a pas eu beaucoup de modifications dans l'emplacement des ponts. Mais alors, il reliait l'île de la Cité à la rive gauche, le Pont-Neuf Saint-Michel. Voilà, il reliait l'île de la Cité à la rive gauche à l'île de la Cité, et la rue qui en débouchait, je ne sais plus comment elle passait devant le palais. Donc c'était un passage évidemment extrêmement important. Et comment on allait de l'île de la Cité à la rive droite? Et après, il y avait ce qu'on appelait le grand pont qui passait. Le pont Saint-Michel se trouve dans l'axe du grand pont qui conduisait à... Et actuellement, c'est notre pont au change. Alors, vous voyez aussi quand même, bon, le fleuve, c'était pas très accessible et tout, mais néanmoins, on a aussi un certain nombre de petites rues, là, qui permettent aux personnes du quartier d'accéder à la rivière, soit qu'elles aillent chercher de l'eau pour les usages domestiques, soit qu'elles conduisent des animaux pour boire, et aussi il y avait un certain nombre de poissonniers dans ce quartier, de ce quartier-là, qui pêchaient dans ce coin-là.
Alors c'est pareil, on a aussi, et justement je crois que j'avais tout à l'heure, j'en parlerai mieux tout à l'heure. Il y a aussi un certain nombre de petites allées la plus importante, c'est la ruelle Saillant-Bien, certainement un nom d'une famille, qui n'aboutissait pas dans la rue de la Huchette, mais qui donnait un dégagement aux parcelles très serrées qui se trouvaient sur la rue du Petit Pont. Et ça, on verra, il y en a encore. Ça, on peut penser que c'était un passage public, mais dans ce quartier, il y avait aussi un certain nombre de passages privés. Alors, ces noms de rues se sont fixés très lentement dans le courant du XIIIe siècle. Et alors, ces rues, eh bien, par exemple, si on prend les rôles de la taille de la fin du XIIIe siècle, eh bien, on trouve plutôt des périphrases, et ce sont plutôt des groupes de maisons. Alors, par exemple, si on voit si on pense la rive nord de la rue de la Huchette, eh bien, dans le rôle de la taille, c'est l'autre rang, puisqu'on a eu de la rue de la Huchette, à commencer à Petit Pont, à revenir tout le rang de Versailles, donc on a toute la rue, et les ruelles qui sont en ce rang jusqu'à l'Abreuvoir. Sous cette rubrique, eh bien, on a à la fois les maisons, enfin les contribuables de la rue de la Huchette et les contribuables de toutes ces petites rues qui vont jusqu'à la Seine. Alors après, on ne peut pas... c'est difficile après pour les utiliser pour une étude rue par rue, évidemment. Donc, un îlot avec un îlot où on rencontre des gens de passage, et un îlot où on circule beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de voies pour circuler. Donc, on peut penser que c'est quand même un quartier, il n'y a pas de doute, c'est un quartier animé. Un point de rencontre important dans le quartier, c'est l'église paroissiale de Saint-Séverin, avec son cimetière et ses charniers. C'était là que les paroissiens se retrouvaient à l'occasion des grandes fêtes religieuses qui jalonnaient l'année liturgique ou à l'occasion des moments importants de la vie chrétienne, baptême, sépulture. Il y avait aussi beaucoup de processions. Et quand on voit l'accès à l'église Saint-Séverin, on se rend compte que certains, par exemple, les paroissiens de Saint-Séverin qui habitaient là, ou qui habitaient, on verra, dans le clos de Garlande, eh bien, ceux qui habitaient là, ils étaient obligés de passer ou par la rue des Prêtres, ou de faire le tour. Donc il y avait vraiment un circuit à faire. Alors on verra que certains paroissiens se sont ménagés des allées directes pour y aller. Alors, pour les offices, les prêches, les choses à Saint-Séverin, il y avait une grande concurrence, et les curés de Saint-Séverin s'en plaignent. C'était le couvent des Cordeliers qui leur faisait concurrence, puisque les paroissiens, les habitants de ce quartier étaient attirés par les prédications des religieux franciscains. Et évidemment, qui dit personnes qui vont aux prêches au couvent des Cordeliers, eh bien,
faut aussi voir que les frères mineurs bénéficiaient aussi de la générosité des fidèles, vraisemblablement au détriment du curé de Saint-Séverin. Donc là, il y avait quelques plaintes. Néanmoins, on a des témoignages, et l'archive conserve des témoignages de donations à l'œuvre et fabrique de Saint-Séverin, où s'exprime une certaine tendresse des paroissiens pour leurs églises. Ainsi, Catherine Chapelle, qui était propriétaire et occupante de la maison des Deux Cygnes, c'est une maison qui se trouve par là, puisque le passage est là. Eh bien, fait don à la fin du XVe siècle de sa maison, fait don par testament de sa maison à l'œuvre et fabrique de Saint-Séverin, tant, alors je cite, tant pour considération des tolérances et souffrances et pour récompenser des grands plaisirs qui, le temps passé, ont été faits et souffert à son dit feu Marie et elle, par les mariés, disait l'Église, de leur avoir souffert et octroyé, avoir fait une huisserie et issue par derrière pour venir par le cimetière à Nissay-l'Église. Et elle donne sa maison pour justement les agrandissements de cette église. Alors, cette église a été... Alors, il y a, pour l'origine de l'église Saint-Séverin, moi j'ai très envie de vous dire, comme Jaillot dans ses recherches critiques, historiques et topographiques de la ville de Paris, que la véritable origine de cette église me paraît absolument incertaine. On a plusieurs légendes et tout ça. Ce qui paraît sûr, c'est que c'était une des 5 églises mérovingiennes qui se trouvaient le long de la voie romaine de Paris à Orléans. Et Saint-Séverin avait pour patron un solitaire parisien mort vers 540. Et elle avait été édifiée auprès d'un cimetière. On a d'ailleurs, quand on a fait des agrandissements à la fin du XVe siècle pour... eh bien, on a trouvé des cercueils, des ossements, enfin toutes sortes de choses, et ça crée un problème justement avec le vendeur de la parcelle où ça se trouvait. Alors, à l'origine, la paroisse Saint-Séverin était vraiment enserrée, puisque la paroisse du bourg Saint-Germain, Saint-Sulpice, arrivait vraiment quasi jusqu'à la rue Saint-Séverin. Elle avait juste une petite, quelques maisons. Saint-Étienne-du-Mont, la paroisse de la Sainte-Geneviève, arrivait là, jusqu'à la rue Saint-Jacques, et Saint-Benoît arrivait jusqu'à la rue du Foin. Finalement, c'était arrivé jusqu'à la rue de la Parcheminerie, c'est-à-dire que c'était tout petit. Alors, dans un premier temps, eh bien, elle s'est accrue, il y a eu un accord avec l'abbé de Saint-Germain, et cette partie-là a été annexée à Saint-Séverin. Mais, bien sûr, l'abbé de Saint-Germain-des-Prés a bien spécifié que, d'accord, il cédait sur la question de la paroisse, mais le sol continuait à lui appartenir et c'est lui qui percevrait le sens. De ce côté-là, eh bien, la paroisse Saint-Séverin va déborder à peu près dans cette partie-là. Le clos de Garlande va lui être rattaché. Et dans ce secteur-là,
c'est pareil, ce secteur-là appartenait aussi à Sainte-Geneviève, et quand le couvent des Mathurins vers 1229 va être créé, bien sûr, l'abbaye de Sainte-Geneviève rappelle que les religieux se trouvaient dans sa censive et dans sa paroisse. Néanmoins, on ne sait pas très bien, à la fin du XIIIe siècle, certainement par un accord dont on n'a pas conservé le texte, eh bien, finalement, le couvent des Mathurins et le four qui était adossé, eh bien, est rattaché à la paroisse Saint-Séverin. Donc, on a finalement une paroisse qui tient à peu près tout ce secteur. Puisque de ce côté-là aussi, elle va s'étendre jusqu'à la rue Hautefeuille, en mordant encore sur la paroisse Saint-Sulpice. Cette paroisse qui s'étend va nécessiter une église digne de ce nom. Alors, dans les premières années du XIIIe siècle, elle est reconstruite, agrandie. On a une église de 7 travées, une nef de 7 travées, avec des collatéraux simples et un chevet plat. Alors, en 1347, on sait que le pape Clément VI a accordé des indulgences au curé de Saint-Séverin pour l'agrandissement de l'église. Mais on ne sait pas ce qui a été fait exactement, ou si véritablement les indulgences ont servi à ça. Les grands agrandissements de l'église, surtout la création des charniers, dont on en voit encore des parties aujourd'hui, ça date de la deuxième moitié du XVe siècle. Et ça va être fait par une politique de la fabrique de Saint-Séverin d'acquisition des maisons dans ce secteur. D'abord, elle va acquérir la propriété des abbayes du Baie de Chailly, qui dès le début du XVe siècle était en ruine, puisque les abbés de Chailly n'y résidaient plus jamais et avaient laissé tomber leur patrimoine en ruine, mais les tractations ont été très longues et finalement n'ont été définitivement acquises qu'en 1445. Ensuite, ces maisons-là, ou une partie de ces maisons-là vont être acquises, ainsi qu'une série de maisons sur la rue Saint-Jacques. Donc, à la fin du XVe siècle, dans les premières années du XVIe siècle, eh bien, on aura un réaménagement et de l'église et du cimetière avec ces charniers. Alors, l'église Saint-Séverin que vous voyez aujourd'hui, eh bien, c'est celle qui a été mise au goût du jour, rénovée à l'époque classique. On a des parties qui sont de mansarde. Alors, donc, des paroisses et aussi, là je vais passer, des seigneuries aussi qui sont très, très imbriquées, puisque alors, il y a des accords, il y a des choses comme ça, mais à titre d'exemple, par exemple, si on prend la rive nord de la rue Saint-Séverin, d'ouest à l'est, qui n'est pas spécialement longue, eh bien, au départ, on a quatre maisons qui dépendent de l'évêché, ensuite une maison de Saint-Benoît, 5 du parloir bourgeois, une de l'évêché, une autre de la Sorbonne, et 6 du parloir bourgeois. Vous imaginez les conflits. Et dans certains cas, dans certaines maisons, eh bien, elles doivent le sens
à deux seigneurs différents, ce qui complique les relations. Alors, je le disais en commençant, eh bien, une population qui se rencontre dans les maisons aussi. Vous remarquez un parcellaire spécialement dense, notamment le long des grands axes, rue du Petit Pont, de la Harpe, de la Parcheminerie, des parcelles en lanière, avec des façades étroites. On parle dans certains actes de maisons enclavées. Alors, les maisons sont imbriquées les unes dans les autres, d'où la nécessité, eh bien, de faire des allées dont on connaît mal le statut. Ce sont des allées, certainement des allées privées, un peu. Ce sont certainement des allées privées. Les maisons, eh bien, densité du tissu urbain, des maisons également qui sont occupées très densément. Rarement, la maison est occupée par une même famille. Ceci dit, on n'a pas beaucoup de renseignements parce qu'il n'y avait pas à l'époque de contrat de location. Mais souvent, on peut penser que les clercs logés dans les chambres en haut de la maison, les marchands et les artisans occupaient le bas avec une sortie sur la rue. Bon, je passe rapidement. Donc, je vous l'ai dit en commençant, des conflits de voisinage avec les écoulements, les fosses d'aisance. Alors, comme ces maisons un peu de briques et de broc, des difficultés aussi avec l'ouverture des fenêtres. D'autant que les fenêtres, eh bien, les gens ont aimé un peu plus de confort, mais ça n'est ouverte un peu plus. Alors là, ces conflits-là, ça s'appelait des querelles de vue et regard. Alors en général, ça se terminait par le fait que le propriétaire qui avait ouvert des fenêtres ou qui avait des fenêtres mal placées devait les condamner, c'est-à-dire les estouper, c'est-à-dire que finalement on les bouchait un peu là aussi de façon sommaire. Et mais quand même, souvent, les deux propriétaires devaient financer cette condamnation des fenêtres. Alors, là aussi, ce qui est un peu intéressant, mais on ne peut pas en faire, c'est vraiment juste un panorama rapide, d'ailleurs, je vais arriver au bout de mon temps, c'est au niveau des activités. Parce qu'on n'a pas de documents satisfaisants. Les rôles de la taille de la fin du XIIIe siècle et du début du XIVe sont isolés par rapport au reste de la documentation qui est plutôt deuxième moitié du XIVe et XVe siècle. Et ces documents d'origine domaniale ne donnent que les propriétaires à l'exclusion des locataires et n'apprennent que très rarement si le propriétaire est l'occupant de sa maison ou s'il la loue. Alors on peut juste avoir quelques idées. Par exemple, alors on a quand même quelques métiers qui sont propres au lieu de passage. On a par exemple, il y en a vraisemblablement d'autres, mais on a pu juste relever dans les textes, il y a 3 maréchaux ferrants
un au carrefour Saint-Séverin, rue Saint-Séverin, dont la forge est signalée, un autre à l'image Notre-Dame au coin de la rue de la Harpe et de la Parcheminerie, et un rue Sakali. Il y a aussi un certain nombre de tavernes partout dans le quartier, des tavernes où s'arrêtaient les plus importants, enfin les plus nombreuses, se trouvaient le long de la rue Saint-Jacques et de la rue de la Harpe. On sait que aussi ces tavernes étaient des lieux de rendez-vous des clercs de l'université. Alors, on a des étuves à femmes qui sont célèbres pendant tout le XIVe et le XVe siècle, rue de la Huchette. Alors, c'était à l'origine des bains publics, mais également des lieux de prostitution. Alors, ce qui est plus curieux, c'est que dans les textes, je n'ai trouvé aucune hôtellerie. Il devait vraisemblablement y en avoir, mais néanmoins, il y en avait 7 dans le quartier qui se trouvait dans ce quartier-là, plusieurs assez importantes sur le côté ouest de la rue de la Harpe. Vraisemblablement, vous voyez, parce que dans ce quartier-là, eh bien, les parcelles sont un peu plus larges, parce que pour une hôtellerie, il fallait un lieu pour accueillir des gens qui logeaient, et puis des étables ou écuries pour les chevaux. Alors, j'ai utilisé ce qu'avait fait une étudiante dans son mémoire de DEA pour le carrefour, les activités du carrefour Saint-Séverin. On remarque une grande proportion de métiers de l'alimentation. Des métiers de l'alimentation très divers, des fromagers, des épiciers, des pâtissiers, des oubliers et des rôtisseurs. Alors les pâtissiers, les oubliés et les rôtisseurs, c'était ce qui correspondait aujourd'hui un petit peu à notre restauration rapide. Ils vendaient des petits pâtés chauds ou des morceaux de volaille cuite pour des gens qui n'avaient pas la possibilité de faire à manger. Il y avait aussi des boulangers et quand on arrivait au petit pont, des bouchers et des poissonniers. Alors, quand même, il y a aussi un certain nombre dans ce secteur d'épiciers. Et ça, on verra que les épiciers sont vraisemblablement en lien avec la population, la population qui est plus de classe sociale plus élevée. Il y avait aussi des métiers de l'habillement. Donc, alimentation, habillement, ce sont des métiers un petit peu du quotidien qui étaient qui étaient là pour nourrir et habiller les gens du quartier. Alors, dans ce secteur, bien sûr, la population universitaire aussi est bien représentée. On a un seul collège, celui de Maître Gervais Chrétien, qui est au coin de la rue Hérambourg-de-Brie et du Foin, c'est-à-dire, je le montre là, parce que, voilà, il se trouve là, le collège de Maître Gervais Chrétien, qui est relativement tardif, puisqu'il date, il a des années, je me souviens, 1378, il pouvait recevoir une vingtaine d'étudiants.
il y a également un certain nombre de maîtres et de régents de l'université puisqu'on était tout près de la rue de la Bûcherie où était la faculté de médecine et les écoles des arts rue du Foie. Ainsi, au début du XVe siècle, maître Pierre d'Auxon, régent de la faculté de médecine, possédait une maison sur le coin nord de la rue de la Huchette, près du pont Saint-Michel. On avait aussi la rue des Parcheminiers, qui était en majorité occupée par ces fameux parcheminiers qui copiaient les manuscrits. La rue Hérambourg-de-Brie aussi était consacrée à cette activité. Et ça, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai comparé un petit peu avec ce qui va se passer dans les rôles de la taille. Eh bien, c'était la même situation en 1292. Dans le rôle de la taille de 1292, on remarque aussi qu'il y avait plusieurs relieurs dans la rue Hérambourg-de-Brie. À la fin du XVe siècle, quand même, on remarque dans cette rue un certain nombre d'officiers, un avocat et 2 procureurs au Parlement, des officiers du Châtelet, et ça, je n'ai pas défini ce que c'était, un huissier des parlements du roi en Bourgogne. Alors, enfin, et je vais avoir terminé, eh bien, il y a aussi, justement, dans ce quartier attiré les officiers des cours souveraines qui étaient tout près du palais de la Cité où il siégeait, des officiers du Châtelet qui étaient quand même par la voie du pont Saint-Michel, la rue devant le palais, le pont aux Champs, qui n'était pas très loin du Châtelet. Alors, c'est surtout rue de la Huchette où étaient implantés ces gens-là. Alors, j'ai relevé ça rapidement. D'est en ouest, on trouve rue de la Huchette, un procureur général au Châtelet, un notaire et secrétaire du roi, un procureur au Parlement, un autre notaire et secrétaire du roi, qui est en même temps correcteur et conseiller à la Chambre des comptes, et un procureur au Parlement. Le chancelier de France, Arnaud de Corbie, possédait en 1399 l'image Saint-Nicolas, rue de la Huchette. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y habitait, mais enfin, cette rue... Alors, la rue de la Harpe aussi est aussi assez prisée de ses officiers. Alors donc, de ce rapide panorama, il ressort que ce quartier présentait, comme on dirait aujourd'hui, une grande mixité sociale. Des gens de passage se mêlaient à la population universitaire de divers niveaux, des étudiants aux maîtres et aux dignitaires de l'université, des officiers importants aussi, qui trouvaient là tout ce qu'il fallait pour leur vie quotidienne, pour se nourrir et pour s'habiller. Alors voilà, j'arrive au bout de mon exposé, et ce que j'ai voulu surtout vous montrer, c'est la grande diversité de ce quartier, de se rassembler autour de l'église de Saint-Séverin. Il a été créé au XIIe siècle, au moment, une fois que l'abbé de Saint-Germain-des-Prés a décidé de lotir son clos de vigne et d'établir des hôtes. Il a bénéficié de la politique attrayante de Philippe Auguste, avec à la fois l'enceinte et puis cette façon d'attirer des hôtes. Philippe Auguste voulait qu'à l'intérieur de l'enceinte, il y ait beaucoup de maisons, l'intérieur de l'enceinte soit rempli de maisons. Il a bénéficié, pour son expansion, de voies de circulation qui étaient très, très importantes, et à la fin du XIVe siècle, il était entre ces 2 ponts qui permettaient des passages vers le nord et vers le sud,
de la ville. Donc, ces conditions favorables ont attiré une population nombreuse et variée, de plus modestes artisans aux conseillers au Parlement. Cette étude, bien sûr, est assez fragmentaire. Ça, c'est la faute des sources qui sont lacunaires, pas toujours cohérentes, dans le sens qu'on peut jamais croiser les rôles de la taille avec les documents domaniaux. Donc c'est ça qui serait intéressant. Ce sont des études très longues parce qu'il faut lire beaucoup de textes, synthétiser beaucoup de choses, et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Voilà.